La voix de l'Afrique, la voix de l'Afrique, la voix de l'Afrique, la radio des Africains, conscients de leurs valeurs. Celui qui perd l'espoir, il perd la vie. On continue de croire à la transcendance des peuples africains. Je crois qu'on est en train de gérer 40 à 50 ans d'emprise, de domination. Et je crois que c'est pas facile. Il y a un adage arabe qui dit la takrahu shay la'allahu khayran lakum, c'est-à-dire ne haïssez pas les difficultés que vous avez parce que ça peut se transformer en bien. Très bonne analogie, assez intéressante. On remarque de par la planète une révolution apparemment sur le continent afro-arabe et tout, j'aime le dire comme ça car le Moyen-Orient, il faudra l'expliquer un jour ce que c'est exactement car je sais que l'histoire de l'Afrique a été falsifiée. S'il y avait une chose importante qu'il fallait apprendre aux Africains, à l'Afrique noire en particulier, aux Ivoiriens, aux Togolais, aux Soudanais par exemple. Pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas cette union du peuple qu'on a vu par exemple en Égypte pour dégager, pour faire partir du pouvoir le dictateur qu'on connaît? Pourquoi est-ce que les Africains, d'après toi Nasser, en Côte d'Ivoire par exemple, n'arrivent pas à parler d'une seule voix? Mon cher Mohamed, ça c'est une question profonde. Je n'irai pas jusqu'à dire pourquoi les Africains ceci ou cela. Moi je crois que l'Afrique est le berceau de l'humanité, a exporté toutes les valeurs mondiales. On risque de vous surprendre, c'est pas pour vous faire plaisir. Je vous dirais que la seule chose que l'Africain n'a pas, c'est qu'il n'est pas méchant. Parce que pour dominer les autres, il faut être méchant. Et l'Africain n'est allé dominer personne. L'Africain est resté chez lui. C'est les autres qui sont venus. Donc d'abord, il y a eu la traite de l'esclavage. Ensuite, il y a eu la domination. Il y a eu beaucoup d'hégémonie. L'Africain était content chez lui sur des valeurs. Vous saviez, sans école, sans rien, il n'y avait ni maladie, ni désordre, absolument rien. On se rappelle, on est tous, bon c'est vrai, de la 6e, 7e génération ou 3e génération ou 2e des indépendances, mais les valeurs, par exemple, regarder le respect du vieux, regarder les totems, regarder les parents, etc. Donc je ne dirais pas, j'ai une vision, je répète ce que je pense être des clés. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui ont le moins de problèmes, c'est les gens qui sont les plus agressifs, les plus méchants. C'est ce que je suis en train de voir. Quand vous dites que tel pays est fort ou tel pays est... C'est les gens qui sont armés qu'on ne provoque pas. Ce sont les nations qui se disent soi-disant puissantes, m'approchent avec des gants de velours. Et donc, quand vous n'êtes pas comme ça, vous vous retrouvez en difficulté. C'est pour ça que j'ai espoir. J'ai espoir parce que je préfère rechercher un peu de courage, un peu de force, que de rechercher des valeurs. Donc l'Afrique n'a pas perdu ses valeurs. L'Afrique a été littéralement agressée. Et je pense que l'Afrique met plus de temps. C'est comme si vous aviez un enfant qui était, par sa bonté, qui se retrouve avec des problèmes. Donc je crois qu'il faut l'aider. Et l'Afrique a beaucoup d'amis. L'Afrique n'a pas seulement que les Africains pour elle. L'Afrique a tous les gens comme nous qui avons vu le jour en Afrique et donc qui sommes africains au plus profond de nous-mêmes. Parce que quand je dis africain, ça ne veut pas dire être forcément de couleur noire. Être africain, ça veut dire surtout être humain, être bon, être tolérant, être généreux. C'est ce que je dis à tous les peuples que je rencontre. On a appris la tolérance en Afrique. On a appris la générosité en Afrique. On a appris à vivre en société en Afrique. Et ils sont choqués, ils sont étonnés. Parce qu'avec la désinformation, avec toutes ces images qui sont véhiculées, non seulement ils ont spolié l'Afrique, ils ont agressé l'Afrique, et ensuite ils veulent présenter l'Afrique comme étant un continent d'arriérés, de sanguinaires, qui passent leur temps à se battre. Et ça, c'est inadmissible.
Tout à fait inadmissible, tout à fait d'accord. J'adore quand tu dis, Nasser, que l'Afrique n'est pas méchante, que les Africains ne sont pas méchants. Voilà, C'est justement la raison pour laquelle on lui marche dessus. Mais bien sûr, Mohamed. Aujourd'hui, tu as lu l'histoire comme moi. On est tous allés à l'école. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, en 1945, quels sont ces États qui ont constitué le premier cocon? C'est les États qui avaient la bombe atomique. Bien sûr. Voilà. Alors, leur point commun, c'est qu'ils avaient des armes ultra sophistiquées. Et donc, de facto, elles étaient neutralisées les unes les autres. Et donc, elles se sont assises pour essayer de faire aujourd'hui, voilà, vous allez à la négociation avec votre colt sur la table, eh bien, on va vous considérer comme étant un partenaire de cette négociation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui fait le plus plaisir dans ce monde-là, c'est que ce qui est valable pour un Canadien est valable pour un Guinéen. Ce qui est valable pour un Américain est valable pour un Malgache. On a terminé avec cette espèce de supériorité, de classification des peuples. Hein. Ceux-là, ils ont le droit de vivre, ceux-là, ils ont le droit de ceci, ceux-là n'ont pas le droit. Qui décide ça? Il n'y a plus d'unilatéralisme. Il n'y a plus de centralisation de force, il n'y a plus rien. Il y a un éclatement et il faut absolument, c'est pour ça que c'est assez marrant, il y a trop de choses, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, il y a des gens qui donnent des leçons, par exemple, on dit oui, il faut retirer des armes à telle résistance ou à telle organisation, alors qu'ils sont pleins d'armes. Mais qui sont-ils pour faire deux poids, deux mesures, pour dire que ceci est valable pour cela et n'est pas valable pour cela? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, quelles que soient les langues, quelles que soient les régions où vous habitez, je crois que la grande révolte, le grand point commun, c'est cet élément-là. C'est cet élément, c'est cette revendication à avoir les mêmes droits que les autres. Tout à fait d'accord. C'est purement et simplement de l'hypocrisie, Nasser. C'est purement. Exactement. Beaucoup d'hypocrisie. Regardez aujourd'hui, après 30 ou 40 ans, vous savez, moi je suis content de ne pas nommer les gens parce que on n'est pas comme ils peuvent l'imaginer, certains occidentaux ou certains hégémonistes, ils peuvent imaginer qu'on est viscéralement contre tel ou tel. On est contre personne. Mais on constate, voilà des gens qui soutiennent des dictateurs pendant 40, 30 ans, et dès qu'ils sont en difficulté, ils les délaissent. Ou bien ils passent des communiqués sur leurs chaînes médias en disant oui, il faut faire des réformes, il faut aller vers la démocratie. Mais c'est rigolo, la question qu'on a envie de se poser, c'est que depuis 40 ans, c'est pendant que le chef là est en train de tituber, qu'ils appellent à des concessions. Donc c'est des gens qui emboîtent des vagues et qui tournent comme le vent. Et il faut que tous nos amis qui nous écoutent s'en aperçoivent, c'est que regardez un monsieur comme Zayn al-Abidine ibn Ali, le Tunisien, bon, on nous apprend qu'il est mort ou dans le coma, on va continuer à dire paix à son âme, quels que soient les actes qu'il a posés, parce qu'en définitive, quand on est mauvais, c'est qu'on est vraiment pauvre, hein, quelle que soit la richesse. Mais ce que je veux dire, c'est que regardez un monsieur qui a quitté la Tunisie comme ça, et ces gens, depuis 40 ans, l'ont armé, lui ont donné le fer pour transpercer sa population. Eh bien, ce monsieur-là n'a pas été autorisé à atterrir, ni en Europe, ni nulle part. Et donc, il faut qu'on soit bien conscient, si aujourd'hui il y a un jeune qui voudrait avoir tendance à dominer les autres, qu'il sache que ceux qui vont l'aider aujourd'hui vont le délaisser demain. Très, très intéressant. C'est très important. Ils n'ont pas de reconnaissance. Ils tournent. Ils sont avec vous pendant 50 ans, 100 ans. Dès que vous êtes en difficulté, ils sont avec l'autre. Quel que soit, ils s'en foutent de la couleur de la personne, de son nom, de sa politique, etc. Si c'est avec lui qu'ils peuvent composer, si c'est avec lui qu'ils peuvent faire leur business, eh bien, ils le font.
Absolument, c'est une politique d'intérêt à tous les niveaux, Nasser El Fadel. Rapidement, je rappelle à nos auditeurs et je précise 4104 personnes. 4104, nous étions à 3967 et là maintenant à 3 heures, on va passer de 11 minutes, 4104 personnes écoutent la Voix de l'Afrique. Je vous rappelle que nous sommes en direct avec mon frère à moi, votre frère à vous, Nasser El Fadel, que nous aurons bien sûr dans quelques jours en direct sur la Voix de l'Afrique, car Nasser me parlait du décalage horaire. Mais Nasser, mais tu es militaire, tu es un homme dur. C'est quoi le décalage horaire pour toi, même s'il est 2 heures du matin là-bas, est-ce que c'est un problème? Il faut qu'on puisse sourire quand même, parce que je sais que Nasser, c'est du sérieux, professionnellement, raison pour laquelle c'est notre Ebony national, un prix du meilleur journaliste sportif en Côte d'Ivoire. Il n'aime pas que j'en parle, mais j'en parlerai toujours. Et je me rappelle bien, le soir, on est allé à l'Ivoire, on t'a soutenu, tu as reçu ce prix. On est allé du côté du cinéma de Paris, tu te rappelles bien, à l'avenue Charles Dieu Plateau. Et tu te rappelles ce que j'ai fait avec ta statuette? Il y avait une danseuse sur le podium, une danseuse de Gadiseli. J'ai pris ta statuette, je me suis rapproché d'elle et tu m'as tout de suite rappelé. Mohamed, qu'est-ce que tu fais? Parce que, bon, enfin bref. Tu te rappelles de ça? Oui, évidemment, on n'a pas perdu la mémoire. Oui, en fait, tu dis des choses qui provoquent beaucoup d'émotions en nous. Et voilà, c'est fantastique. Tu es à New York, je suis à Beyrouth. Tu nous disais tout à l'heure qu'on nous écoute en Chine, etc. Et ben voilà, c'est pas forcément obligatoire d'avoir un budget de 40 millions d'euros et d'installer des satellites pour aller empoisonner les gens. Je crois que nous, on va continuer de tisser notre village planétaire, voilà. Et nous sommes fiers de sentir que nous sommes des frères réellement, parce que cette vie que Dieu nous a donnée, il y a incrusté tout ce qu'il faut pour que nous nous sentions bien. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de l'abondance pour tout le monde. Et voilà comment cet homme rebelle, méchant, intrinsèquement égoïste, est bien en train de précipiter la fin pour tout le monde. Rien que parce qu'il ne veut pas partager, parce qu'il est obsédé par la domination, par le complexe de supériorité, par l'arrogance. Et je crois que c'est le message que tous ces peuples sont en train de donner. Stop à l'arrogance. Et voilà, ils sont en train de dire très simplement, nous ne sommes pas des idiots, on ne va pas se laisser dominer éternellement. Absolument, c'est le réveil du peuple et c'est la mission de la Voix de l'Afrique, arrêter la désinformation qui fait mal à la planète. Un petit groupe de personnes qui veut contrôler la masse populaire. Alors, Nasser El Fadel, rappelez-vous, fera avec nous une émission spéciale. Nous passerons 2 heures ensemble. Vous pourrez évidemment lui poser des questions et tout ça, on parlera de tout, on parlera du sport. Alors, côté sportif, s'il fallait comparer l'année 2010, les années 2000 aux années 80-90, il n'y a pas match, comme on dit, côté qualité au niveau mondial. Non, la vie nous apprend, mon cher Mohamed, qu'on apprend à ne plus jamais dire toujours ni jamais. Et les comparaisons sont très délicates. Plus vous êtes au fait d'une matière, d'un problème, et moins vous êtes catégorique. Parce que tout change et l'œil de celui qui regarde change. Même le cerveau de ces générations aujourd'hui, les gens qui regardent le sport le regardent de façon très différente. Nous, on le pratique d'une façon très différente. Les besoins changent, les façons primaires même changent, de manger, de boire, etc. La science change. Donc je crois que on a ce qu'on mérite et on a le sport qui est à l'image de notre temps. Donc beaucoup d'influence des organismes, beaucoup d'interventions de la FIFA, beaucoup de problèmes de dopage, beaucoup de problèmes de montage de par les médias, etc. Et de corruption. Ce sont des choses, donc, je sais pas, c'est une question de goût. Moi, vous me demandez mon goût, bon là, je suis plus à l'aise. Je vous dis, moi, mon goût, c'est Laurent Pocou avec sa tignasse de cheveux, en train de prendre de vitesse la défense soudanaise à Asmara. Voilà.
avec le vieux ballon cousu à la main, et puis les vrais magres de crampons 18 mm. Bon, c'est une question de goût. C'est-à-dire que je pourrais pas, je ne suis pas habilité ou je ne pourrais pas dire que ce niveau-là était meilleur que celui d'aujourd'hui. Il est différent. Il est différent. La preuve, c'est que les règles changent énormément. Les règles ont changé. À notre époque, vous étiez sur la même ligne, vous étiez hors jeu. Rappelez-vous que le gardien de but, et ça c'est un des règlements qui a le plus transformé le football, c'est le gardien de but qui n'a plus le droit de se saisir du ballon, qui doit jouer au pied. Donc ça a accéléré le jeu. Et tout ça va dans le sens de l'image et donc dans le sens de la télévision pour que la publicité soit encore plus présente et pour qu'il y ait tout ce circuit financier, etc. Ça n'a pas dévalué le jeu, mais ça l'a rendu un peu plus différent. Moi, la seule chose que je constate, et je pourrais débattre de ça. C'est notre spot pour annoncer une petite pause. Il est 3h16. On s'excuse de t'interrompre là comme ça. On parlait évidemment de tout et on faisait un tour. Je vais juste conclure pour dire que la seule chose que je constate, c'est que, à mon avis, les sportifs d'aujourd'hui sont moins des hommes qu'avant. Je m'explique. C'est qu'avant, quand vous approchiez un athlète, vous sentiez que c'était un homme avant d'être un footballeur. Voilà. On a l'impression aujourd'hui qu'on a affaire à des automates, à des gens formatés pour faire telle performance et au-delà, non. Il y avait une certaine une personnalité. Il y a, à mon époque, je date pas de l'ère des Cro-Magnons. Mais ce que je veux dire, c'est que on avait, je donne un petit exemple, quand vous approchiez par exemple feu Pascal Miezan ou Antoine Bell ou je sais pas, je peux vous citer des milliers de noms, vous aviez l'impression d'être avec des personnalités de la vie sociale qui étaient des footballeurs ou des cyclistes ou des basketteurs. Aujourd'hui, vous avez affaire à un basketteur, un point, un trait, sans valeur humaine. C'est vrai que c'est différent. C'est très différent. C'est le sport de consommation. À tous les niveaux. Alors. Voilà, c'est ça. Et Nasser va nous laisser dans environ 5 minutes. Il est 3h, passé de 18 minutes sur la Voix de l'Afrique. Surprise. Je suis hyper content. Je suis tellement content de parler avec toi, Nasser. Et j'imagine beaucoup de personnes et notre audience également. Nasser El Fadel en direct depuis le Liban avec votre serviteur. Sur la Voix de l'Afrique, on l'aura exclusivement un de ces quatre et on va passer 2 heures ensemble et il a beaucoup de choses à partager avec nous et j'espère que ça se fera pratiquement, si ce n'est une fois par mois, peut-être une fois par semaine, car moi personnellement, Nasser, j'aimerais t'avoir ici avec nous quand tu veux, c'est-à-dire l'antenne t'est ouverte 24 heures sur 24, c'est chez toi, c'est ta maison. Écoute Mohamed, moi je tiens à t'encourager, à te féliciter, tu es un frère. Je tiens à saluer tous les frères du monde entier parce que grâce à toi, je suis au bout d'une ligne et je parle avec tous mes frères, quelles que soient les nationalités, les religions, les continents. Je pense aux frères du Fouta Djanon, comme je peux penser aux frères du Tibet, comme je peux penser aux frères du désert qui nous permet d'arriver jusqu'à la sainte ville de Médine, etc. Je crois que, vous savez, on est dans un monde. Je te dis merci pour ça, parce que nous sommes tous un peu étouffés par la solitude, nous sommes tous un peu cloîtrés chez nous-mêmes, avec d'autres gens, on a perdu nos amis, on a perdu les traces de nos enfances, etc. Et donc grâce à cette technologie, grâce à ce net, grâce à la Voix de l'Afrique, parce que c'est toujours la Voix de l'Afrique qui est le berceau, c'est l'Afrique qui est le rassemblement, et je te dis merci, je t'encourage et je demande aux auditeurs de te soutenir. Nasser, tu vois la magie du net. J'ai un auditeur qui a une question pour toi. Alors, il s'appelle, Isaka Abdourahman Ba.
Alors, j'espère, je sais que M. Issag, non dit Issag Abdourahmane Ba, il est ici à New York, Nasser. Je voulais te poser une question. Il dit qu'il vivait à Abidjan et qu'il t'écoutait. Non, il vivait à Bouaké, pardon. Et il venait souvent sur Abidjan et il entendait parler de toi. Et il a une question sur www.mohameddiallo.com. Alors, il voudrait savoir ton avis sur le fait que M. Ben Ali ait été reçu par le royaume d'Arabie Saoudite alors qu'il a volé son peuple. Quand il parle de cela, il nous dit par comparaison j'essaie de résumer le texte qu'il nous a envoyé sur www.mohameddiallo.com. Donc M. Abdourahmane Issaga voudrait savoir, Nasser, ce que tu pensais du fait que l'Arabie Saoudite couperait la main à un petit voleur du marché et qui par ailleurs reçoit M. Ben Ali, président tunisien qui a tout pris de son peuple. Oui, je comprends parfaitement. Bon, il a fait un raisonnement par rapport à la vision, mais d'abord, Ben Ali n'est plus de ce monde. Je crois que... Bon, et puis il faut dire aussi que le roi Abdallah est en difficulté, il est malade, etc. Donc je crois que nous, étant les petits frères de ces grands frères, c'est des gens qui nous ont devancés, quel que soit, je crois que le véritable combat, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Quand on a vu tout ça, on ne pourra ni revenir en arrière, ni ressusciter les morts, ni faire quoi que ce soit. Et je crois que mon frère Ba est d'accord avec moi. Je suis d'accord avec lui que celui qui vole une tomate, bon, si eux ils l'ont reçu, bon, ils l'ont un peu reçu, un peu par détresse, par humanisme, car crois-moi, mon cher Ba, que l'homme, quelle que soit sa méchanceté, quelle que soit la dureté de son cœur, il redevient toujours, dans des moments de la journée, il redevient toujours, par rapport à certaines choses, un homme. Et je crois que en l'accueillant, c'est un peu comme une espèce de détresse, comme une espèce de... il était malade, il a dû lancer un SOS, etc. Et donc tout ça est derrière nous. Ce qu'il faut regarder, c'est que ce pays frère de Tunisie, je crois qu'on est très touché par ce qui se passe en Libye en ce moment, où il y a des atrocités extraordinaires qui sont en train de se dérouler. Eh bien, on peut prier pour que tout cela se fasse avec un peu plus de souplesse, parce que les véritables défis sont devant nous, devant les nouvelles générations. Mais Nasser, c'est rapide, hein, sur la voix de l'Afrique. Et c'est cela la magie du net. Et nous avons beaucoup d'auditeurs et d'auditrices en ligne. Et Nasser, c'est moi qui te remercie franchement de nous donner un peu de ton temps. Et alors, quand est-ce qu'on aura Nasser El Fadel exclusivement pour 2 heures sur la voix de l'Afrique? C'est vrai que le décalage horaire, c'est quelque chose... alors... Non, Mohamed, ne t'inquiète pas. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça sera 3 heures du matin ici au Proche-Orient. Bon, il suffira d'avancer un peu le réveil par rapport à la prière du matin. Ça, vous savez, on a les 11 rak'at de la prière de la nuit qui sont vraiment saintes et exceptionnelles parce qu'elles ne sont pas obligatoires. Et on pourra prier pour tous les frères qui sont un petit peu en difficulté, répartis dans tout ce monde-là et qui rêvent de leur Guinée natale, qui rêvent de leur Burkina natale. Comme moi j'ai toujours rêvé revenir sur les traces de ces grands-parents qui sont venus d'une région. Et c'est très important de revenir sur les traces des parents. Donc ne t'inquiète pas par rapport à ces 3 heures du matin. C'est nettement plus agréable d'être en relation avec la voix de l'Afrique que d'aller tourner autour d'une boîte de nuit. Tout à fait d'accord. On va prendre une pause et Nasser, on va se dire au revoir. L'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme, le fascisme, gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort, mes camarades. Une
civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème du prolétariat et le problème colonial. Que déféré à la barre de la raison, comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier et que, de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper. Au début du 19e siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. L'homme, c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice. Et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I still have a dream. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace, and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe we hope, and where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. La Voix de l'Afrique avec Mohamed Diallo sur www.mohameddiallo.com.